venus des 4 coins du globe, non pas pour se reposer, mais pour inventer l'avenir. Comme je dis souvent, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Alors, on va poursuivre, puis éventuellement, il n'aura plus d'éléphants, mais juste du tourisme durable. Dans cette série balado, on s'intéresse à un pilier discret de notre économie, le tourisme d'affaires. Un secteur qui génère, bon an, mal an, plus de 2 milliards de dollars de retombées chaque année pour le Québec. Je suis Geneviève Petersen et vous écoutez Plus que des pieds carrés, le balado du Palais des Congrès de Montréal. Est-ce que le tourisme d'affaires peut être durable? Dans cet épisode, on explore sans langue de bois, oui, je vous le jure, les impacts environnementaux des congrès et on interroge la possibilité d'un modèle plus responsable sans sacrifier les retombées scientifiques, sociales et économiques de ces grands rassemblements. J'en parle avec Catherine Morancy, qui est une experte de la mobilité durable, et Véronique Allard, qui est chargée de développement durable au Palais des Congrès de Montréal. Bonne écoute! Je suis avec Catherine Morancy, qui est titulaire de la chaire mobilité et de la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes, qui est ingénieure civile aussi, prof à Polytechnique Montréal, mon Dieu, présidente du Club des ambassadeurs et ambassadrices du Palais des Congrès de Montréal. Salut! Bonjour. Très long titre. On n'est pas obligé de tout le lire. Non, mais moi, je trouve... Non, nos accomplissements, c'est important. Il faut les dire. Véronique Allard, salut! Bonjour. Qui est chargée de développement durable au Palais des Congrès de Montréal. Là, vous me voyez venir, on va parler d'environnement. Est-ce que le tourisme d'affaires peut être durable? Parce que c'est vraiment, je pense, un moment qu'on va prendre ensemble, les filles, pour être honnête, là, dans le sens où le tourisme d'affaires souvent a un peu mauvaise réputation à cette enseigne-là, je veux dire, là, au niveau environnemental. Est-ce que c'est une pratique qui a beaucoup d'impact négatif? Je pense qu'on peut enlever tourisme en soi. Il faut comprendre ce que ça implique. Bien, c'est ça. Donc, c'est pas juste le tourisme d'affaires, là, c'est le tourisme. Et je pense qu'il y a quand même une réflexion, on l'espère, qu'il y a une réflexion à l'échelle internationale sur l'empreinte de l'ensemble de nos déplacements et de nos comportements. Fait que je pense que ça rentre dans ce cadre-là. Ce serait vraiment se mentir de dire qu'il n'y a pas d'impact. Oui, parce que juste l'avion, là, je veux dire, tout à fait. C'est ça le nerf de la l'avion, guerre. Là. La totalité de la chaîne de déplacement, en plus nos processus de consommation au bout. Donc, c'est sûr qu'il n'y a rien qu'on fait qui n'a pas d'empreinte. À peu près pas. Donc, il faut quand même comprendre qu'il y a aussi des choses qui ont une empreinte plus grande. Donc, les déplacements en avion, effectivement, ça amène un questionnement. Il y a quand même des gens qui réfléchissent à faire moins de vols, à faire moins de kilomètres de longue distance, à concentrer leurs activités pour faire un seul segment de vol. Donc, c'est sûr que tout ça est facile de comprendre que chaque fois qu'on décide d'embarquer puis de faire un long déplacement en avion avec des correspondances, on a une empreinte. Puis si je peux renchérir, de plus en plus, ce qu'on voit dans le tourisme d'affaires aussi... Vous mettez des guillemets, là. Pourquoi? En guillemets, c'est un petit peu comme Catherine dit, il y a tourisme, mais c'est dès qu'on se déplace, finalement. C'est ça. Oui, c'est on ça. se déplace, mais de plus en plus, les entreprises sont à l'avenant pour dire on va mettre des politiques en avant pour dire cette année, il faut que tu justifies tes déplacements et puis on va les compenser. On pourra parler un petit peu plus tard de la compensation. Absolument. Oui. Puis aussi, il y a la pression qui vient de plus en plus au niveau des pays, surtout comme en Europe, parce que maintenant, les entreprises doivent faire leur déclaration d'émissions de gaz à effet de serre. On leur demande beaucoup de reddition de comptes. La réglementation, s'en vient. Puis aussi, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a la pression des participants puis des voyageurs également qui rentrent en ligne de compte. Alors, le promoteur ou le client qui organise un événement d'affaires, il n'y aura pas le choix de tenir compte de ces paramètres-là. On n'est plus à jouer à l'Autriche. Ces paramètres-là sont là, mais il faut les voir. Puis, il faut voir comment on jongle avec tout ça. Mais oui, puis j'aime ça qu'on parle d'être réaliste puis de ne pas jouer à l'autruche. On parle de choix aussi, là, parce que, Véronique est arrivée sans vélo, il faut le dire, mais on ne peut pas nécessairement se rendre dans un congrès international en vélo. Donc, tu sais, parfois, l'avion, les déplacements longue distance en voiture, c'est non négociable. On n'a pas le choix. Ça, c'est l'empreinte qu'on connaît
connaît davantage, mais j'aimerais ça qu'on parle de qu'est-ce qu'il y a aussi de l'impact par rapport à l'environnement qui n'est pas lié au déplacement par rapport à ces congrès-là internationaux qui se tiennent à Montréal. Oui, moi, je peux peut-être me lancer parce que j'en ai organisé un à Montréal. Catherine, oui. Oui. C'est toujours un débat de conscience, hein, parce que on a quand même, quand on fait du quantitatif, là, Oui. on est un peu dans ces enjeux-là, on réalise qu'effectivement, chaque fois qu'on prend une décision, il y a une empreinte. Donc, on essaie d'être judicieux dans nos choix, mais moi, j'en ai organisé un. Donc, j'ai généré des déplacements d'autres qui sont venus à mon congrès. Puis évidemment, je voulais avoir beaucoup de gens. Bon, là, il y a des choix qu'on peut faire à l'interne. Nous, on avait notamment négocié pour avoir des accès au réseau de transport en commun pour l'ensemble des participants. On est allé donner des titres de transport en commun à l'aéroport pour être sûr que les gens vont prendre un mode qui a une empreinte moindre quand ils arrivent à la destination. On essaie aussi d'inciter à ce qu'il y ait du cumul de congrès parce que si les gens viennent... Ça veut dire quoi? C'est qu'on voudrait que les gens viennent pour plus longtemps. Parce que tant qu'à dépenser des gaz à effet de serre ou à émettre, je devrais le dire comme ça, ou de l'énergie. Tant qu'à brûler du gaz. Oui, bien, tu sais, au bout, il faut que ça vaille la peine. Ouais. Donc, on s'assure d'avoir des congrès de plus longue durée. Puis on avait des gens qui disaient, ouais, mais moi, je peux venir juste pour une journée. Mais on dit, ben non, il y a une logique qui ne tient pas la route. Si vous partez du Japon pour venir une journée à une conférence, il y a quelque chose qui est absurde là-dedans. Donc, je pense qu'il faut quand même sensibiliser au fait que on veut que ça vaille la peine, que les gens se déplacent. Et j'ai aussi fait des choix de menu parce que le palais, quand même, accompagne aussi. Moi, j'ai refusé qu'il y ait du bœuf qui soit servi, par exemple. Donc, on a aussi des pratiques quand même. Ça, évidemment, Véronique est mieux placée pour en parler. Parce que, tu sais, on a les COP, oui. les COP au niveau mondial, puis souvent, les menus étaient critiqués, justement. Oui. Il y avait des gros burgers, puis du gros steak. Puis là, tu te dis, mais où la logique là-dedans? Là? Mais c'est drôle parce que tu fais lien avec le fait, Catherine, qu'on veut attirer les gens plus longtemps. Dans un autre épisode, on jasait des répercussions puis du tourisme d'affaires, puis qu'on essaie de convaincre les gens de rester plus longtemps parce que pour la vitalité économique de la ville, mais c'est aussi une question d'environnement quand même, de les convaincre de rester. Oui, mais il y a une statistique de Tourisme à Montréal qui dit que 51 des voyageurs d'affaires, de plus en plus, arrivent quelques jours en avance et restent quelques jours après. Parce que là, ça rentabilise un peu aussi. Ça rejoint ce que Catherine dit aussi. Mais là, on parle d'empreintes, beaucoup de déplacements, mais un bon point au niveau alimentaire. Oui, totalement. C'est élémentaire il faut faire parce que des choix. Mais explique-nous pourquoi, Véronique, parce qu'on aurait tendance à penser qu'il faut juste servir des lentilles, là, mais c'est plus compliqué que ça. Là. C'est pas ça. Là. Ah non, puis c'est pour ça qu'avec notre fournisseur au Palais des Congrès, un de mes rôles, c'est de travailler avec les fournisseurs. Comment ça marche? Ça marche qu'à un moment donné, c'est les réflexions qu'il faut qu'on soit en mesure d'avoir. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi notre impact? Puis, on se le cache pas, puis il y a toujours un coût. Le développement durable, c'est 3 piliers, l'économie, le social, puis l'environnement. Alors, il y a toujours comme un coût, mais puis là, ça part aussi, pas juste de ce qui arrive dans votre assiette, ça part à partir des ventes. Les ventes ont un rôle primordial à jouer pour lorsque le premier contact est fait avec le client. Dans quel sens? Dans le sens de parler tout de suite de ces enjeux-là? Non, mais plutôt de poser les questions où le client est rendu dans sa réflexion pour faire des choix. Et après ça, les ventes ont un petit peu les leviers pour les amener à faire des choix plus consciencieux. Puis ce qu'on retrouve aussi, là, je vais parler de gaspillage alimentaire, mais à un moment donné, c'est que le client doit se responsabiliser également pour nous donner l'heure juste. J'attends combien de convives. Il y a toujours un pourcentage, parce qu'un ratio qu'on fait de plus pour être sûr, parce qu'on ne veut pas manquer de nourriture, mais le client a une responsabilité. C'est vrai que je pense qu'on n'en manque jamais puis qu'on en jette beaucoup. Ça se peut-tu, ça? Bien, je veux dire oui. Parce que j'aime ça. C'est une bonne réponse. Mais justement, comme au Palais, on est en train de faire un projet avec le traiteur sur le gaspillage alimentaire. On est en train d'aller chercher de la donnée. Puis, c'est pas pour taper sur les doigts de personnes, c'est pour nous donner un Polaroid à quelle étape des opérations le gaspillage se fait. Et après ça, on va développer des opportunités d'amélioration. Alors, le côté alimentation, quand
on fait un événement est super important. Puis après ça, il y a tous les choix au niveau matériel. Oui. Qu'est-ce que j'apporte? Quel type d'affichage Oui, les je exposants fais? qui arrivent avec tout le matériel. Il se passe quoi avec ça? Ben, c'est là où, encore une fois, dans la chaîne... Catherine a fait beaucoup de façons. Oui, mais c'est vrai que ce sont des sujets dont on a parlé. La question de si j'arrive avec tout mon matériel puis que je le transporte en avion... Oui. Il y a Mais quand tu même prends aussi pas des l'autobus impacts, là. rendu à Non, mais l'aéroport c'est ça. si t'as ton kiosque au complet sur le dos à traîner. Mais Là. il y a quand même des discussions pour voir comment on peut accompagner. Puis les congrès, moi, comme j'en parle parce que j'ai vécu aussi la chaîne quand tu choisis ce que tu vas donner aux conférenciers, comment la façon dont tu vas leur donner de l'eau, des choses comme ça. On y pense Effectivement. pas, les petits Oui, on trucs y qu'on pense. s'accroche autour du cou. Puis la récupération Non, mais nous, maintenant on y est pense standard. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont impliqués. Puis les gens arrivent avec, je vais utiliser un mot avec des guillemets, des cochonneries à donner. Et ça, il faut quand même les gérer. Parce Des qu'ils arrivent bébelles. avec beaucoup de bébelles, effectivement. Puis là, tu te dis, bon, OK, c'est... Les fameux goodies là, qui distribuent. Bon, déjà, quand ça se mange, à la limite, il y a une Ça finit pas dans le utilisation. Là, gaspillage. mais il y a beaucoup d'objets qui circulent. Puis je pense qu'il faut vraiment, le palais, le fait, là, accompagner les organisateurs à se conscientiser à tout ce qui est autour de ce congrès. Fait qu'il y a les choses classiques. Évidemment, moi, mon domaine, c'est la mobilité. Fait que gérer la façon dont les gens se déplacent, les accompagner, leur donner des bons trucs, etc., ça va. Mais après, c'est tout ce qui est impliqué dans l'organisation d'un congrès. Effectivement, l'identification, les kiosques, les sacs qu'on donne, les objets promotionnels. Il y a tellement de matériel. L'affichage. Oui. Fait que là, effectivement, qu'il y a des réflexions à faire sur l'ensemble de ces composantes. Mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça, Véronique? Mettons, dans le cas d'une exposition, les gens arrivent avec du carton, du plastique, toutes sortes Mais bien d'affaires. souvent, chaque exposant, avec le promoteur ou le client, ils ont un cahier des charges. Alors moi, c'est à ce moment-là c'est que je veux qu'à l'intérieur du cahier des charges qui est remis aux exposants, on mette des grandes lignes à essayer de respecter. Exemple, l'affichage avec du foam core. Vous savez, le fameux petit papier avec l'entre-deux avec du foam. Bien, il n'y a pas de filière de récupération. Non. Alors, c'est qu'on leur donne des alternatives, soit du Coroplast et ou du carton ondulé. Fait que vous êtes là en mode solution. Oui, puis nous, en même temps, au Palais, on a développé tout l'aspect de ce qu'on appelle, parce qu'à l'interne, le mini éco-centre. Alors, notre équipe de service et d'entretien est en mesure de trier. Puis ce qu'on a fait la réflexion depuis quelques années, c'est qu'on a identifié d'un congrès, d'un salon, d'une exposition à l'autre, il y a toujours le même type de matériel qui revient. Pellicule plastique, styromousse, boîte de carton. Il me semble que mon enfant au primaire qui fait toujours des bricolages serait tellement heureux d'aller fouiller dans votre mini éco-centre Ben oui. pour faire ses affaires. Alors, de là, la première chose, c'est qu'on est en mesure d'identifier les récurrences, ce qui est une bonne chose. Puis maintenant, on a ciblé certains événements parce que, regardez, on a 300 quelques événements par année. Je ne peux pas être partout, mais les gros événements, à la fin de l'événement, on leur remet un rapport. Mais un rapport qui est visuel. Vous avez généré tant de tonnes. Là, je parle pas de livres. C'est comme un bulletin un peu, là. Un bulletin. OK. Tant de tonnes de pellicules plastiques, tant de tapis, tant de... les items récurrents. Et on arrive avec des recommandations pour la prochaine fois qu'ils fassent mieux. Puis juste au niveau de la signalisation, c'est que c'est impensable qu'on remplisse là, un conteneur 40 verges avec juste de la signalisation parce qu'elle n'est pas recyclable, parce qu'elle est en foam core, ou que tu n'es pas en mesure de la récupérer pour un prochain événement. Puis parce aussi, que souvent, ils se promènent, ces gens-là. Ils vont peut-être, au niveau des expositions et tout ça, je parle davantage peut-être que pour les congrès, là, mais ça veut les dire salons, oui, les salons Oui. comme là, il y a présentement, j'ai un projet, entre autres avec le Centre des congrès de Toronto, c'est que le salon de l'auto se promène et puis... Bon, déjà, en partant un salon de l'auto, on pourrait en discuter, là. Non, mais il y a beaucoup de choses, mais Oui. on a mis en place des critères que lorsqu'ils viennent chez nous à Montréal, puis après ça, qu'ils s'en vont en Toronto, c'est les mêmes critères. Mais c'est qu'il faut travailler en collaboration. Puis cette industrie-là a besoin de se transformer, mais a besoin d'être accompagnée définitivement. Mais Catherine Morancy, moi, j'allais vous poser une question. Tu sais, quand vous parlez avec les personnes qui sont en charge de l'organisation de ces événements-là, puis Véronique aussi, là, tu sais, bon, tu me parlais d'un bulletin en quelque sorte, puis de conseils. Est-ce que les mentalités ont changé? Est-ce que les entreprises, les organisations sont plus réceptives? C'est quoi l'attitude? Moi, par rapport à ce qu'on entend, là,
Je me dis, ça, c'est la même chose que le comportement de l'humain qui s'en va acheter un produit à usage unique, puis après, le met aux poubelles. Ben, il ne paye pas pour la suite de... C'est comme un peu, on vit un peu tous dans le déni. Je pense que c'est un peu la même chose sur les organisations. Des fois, tu sais, j'amène tout mon kit de congrès, là. Puis en fait, une des réflexions, je sais qu'il y a eu des discussions sur savoir est-ce qu'on pourrait le fournir à la destination au lieu que ce matériel-là se déplace aussi. Parce qu'en même temps, c'est un peu stupide de prendre tout le matériel, d'y faire le grand trajet, parce que ça aussi, chaque objet transporté a aussi un impact. Que celui qui l'amène ou qui en est responsable en soit responsable jusqu'à la fin. Parce qu'on pourrait aussi juste dire, voici toutes les affaires que vous avez amenées, vous repartez avec. Parce que comme ce geste de dire je le consomme, et quand j'en ai plus besoin, bien, qu'il s'arrange. Donc là, la responsabilité ou le choix des matériaux ou le choix de certaines stratégies d'objets pourrait changer si j'avais à gérer. Mais j'aime ça le parallèle que tu fais avec nous-mêmes dans notre propre vie, parce que c'est vrai, les entreprises, c'est des citoyens corporatifs, là, donc ce sont des citoyens. Puis c'est vrai que tout le monde, personne n'est contre la vertu. Il n'y a personne qui dit, moi, je veux pas recycler, je veux pas composter, je veux avoir une empreinte carbone élevée. Personne se dit ça. Sauf que quand on arrive seul face à nos choix, puis j'imagine que c'est la même affaire pour les entreprises, tu te dis, OK, mais si c'est trop compliqué, tu le feras pas ou tu vas le faire moins. Si tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution, si tu as l'impression aussi que ton geste dans la mer de tout ce qui se passe ne compte pas, on dirait que c'est moins tentant. Ou que ça coûte moins cher, parce que ça. Souvent, c'est un coût c'est le portefeuille économiquement qui moins cher de c'est générer quelque chose qui a moins de valeur après, parce que tu t'en occupes pas. Oui, puis on est bon aussi pour se mettre la tête dans le sable là, sur ces sujets-là. Fait que j'imagine que ces entreprises-là sont pas différentes de nous dans nos cuisines. Là. Non, puis le comportement des gens qui se déplacent à un événement, ce qu'on s'aperçoit, c'est comme s'ils perdent leur bonne comportement et de faire. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, puis on ne le verra pas. Alors, de là que, pour nous, au Palais, c'est important de leur démontrer que le développement durable se fait autant en amont, pendant l'événement et après l'événement. Alors, je suis d'accord avec toi de dire qu'on n'est pas contre la vertu, mais regardez, même lorsque j'étudiais, on parlait que le développement durable, ça va coûter plus cher, ça demande plus de ressources, mais c'est plus vrai. Mais on pense encore comme ça, cette mentalité-là est pas partie. Oui, c'est pour ça qu'il faut arriver avec de la donnée. Puis souvent, ce que je fais avec les clients, c'est, je leur dis, il faut garder ça simple. C'est pour ça que la réflexion en amont est importante, parce qu'il faut les prendre où ils sont dans leur réflexion. Tu leur feras pas faire une compensation s'ils n'ont pas fait des gestes de base. Alors, il faut que ça soit simple, puis il faut qu'ils soient en mesure de s'engager également. Compensation, là, Véronique, parce que souvent, on pense au cliché on plante un arbre, là. Oui. Non, mais c'est vrai. Ça donne-tu vraiment quelque chose? Je m'excuse, je pose une question poche, là, mais... Puis plate, la compensation, c'est la dernière chose que tu devrais faire dans ton cycle de décision et d'action éco-responsable. Moi, combien de gens disent je prends l'avion, mais j'achète des crédits carbone, puis c'est comme un peu, garde, tu sais, je me dédouane. Là. C'est ça. Ça, c'est la même chose que tu achètes trop de bouffe, puis tu dis, c'est correct que je le composte. Mais quand même t'as fait du gaspillage. Là. Alors, la compensation, c'est une bonne chose, mais il y a, comme je dis, beaucoup de choses qui doivent se faire comme en amont. Puis la réflexion de base en amont est importante. Alors, je reviens toujours à fameux accompagnement, puis d'écouter le client. Bien rendu où? Puis ça va être qui, ces participants aussi? Puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils ont de la difficulté à communiquer leurs gestes ou leurs actions éco-responsables qu'ils intègrent. Ils ont peur que les gens les critiquent. Oui, mais ce qu'on appelle, parce que maintenant, il y a la nouvelle loi 59 sur l'éco-blanchiment. Tu peux plus dire que tu es vert, que tu es éco-responsable, parce que maintenant, il faut que tu sois en mesure de le prouver avec des données. Alors, ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais on se retrouve où est-ce qu'il y a des organisations qui font plein de choses. Je les écoute, là, puis je leur dis, « Hey, vous faites plein de belles choses. Comment voulez-vous les communiquer? » Puis là, ils se braquent. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de critiques. Alors, on tombe dans une zone particulière. Là. Mais Catherine, c'est intéressant ce que Véronique dit, parce que ça peut pas... Je me dis, est-ce que ça peut devenir un frein? Tu sais, la question environnementale, à un moment donné, tu te dis, est-ce que ça peut devenir un frein pour le développement du tourisme d'affaires? Parce qu'à un moment donné, les gens...
prennent conscience. Là, se disent, ben ça n'a pas de sens, là, j'irai pas là. C'est bien trop polluant. Est-ce que ça... Je pense que je l'espère. Compenser ne justifiera jamais un mauvais choix. Je pense qu'il faut faire des choix qui sont plus raisonnés. Il y a des démarches où on parle des mots. Il y a des mots que j'aime beaucoup, la sobriété, une meilleure efficience, avoir des comportements plus raisonnés. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre juste de dire je vais aller en congrès. Il faut évaluer la pertinence d'y aller, la pertinence de l'organiser. Peut-être en présentiel. Oui, effectivement qu'il y a des bénéfices, sinon on n'en ferait plus. Mais il faut quand même réfléchir parce que compenser ne viendra jamais justifier un mauvais choix ou un mauvais comportement. C'est pas une façon de le faire. Mais ça vaut quand même la peine de le faire en sachant tout ça, Véronique? Compenser, il faut le faire. Il faut le faire, mais il faut que la réflexion soit faite dans le bon sens. C'est ça que je dis. C'est comme nos politiques où on avait la stratégie réduire, transférer, améliorer. Il faut d'abord viser à réduire les impacts globaux. On va de toute façon devoir compenser. On va devoir devenir carbo-négatif. Fait que je pense que éventuellement... je veux bien, mais quand on a regardé n'importe quel chiffre, on n'aura pas le choix. Fait que ça va quand même relativement très mal. C'est une drôle façon de le dire. Non, mais c'est vrai. Puis à un moment donné, en tout cas, moi, je suis l'école de pensée suivante qu'il faut obliger les gens. On est rendu au-delà des suggestions. Là. Mais tu sais, il faut avoir des budgets carbone. Là. Puis là, moi, je parle dans une situation qui est assez étonnante parce que moi, j'en ai fait des congrès, puis je participe à des congrès, mais j'en fais beaucoup moins qu'avant. Puis il y a des choses absurdes qu'on faisait qu'on ne fait plus, heureusement. Donc, aller faire un aller-retour en Europe pour une soutenance de thèse de 3 heures, on ne fait plus ça. Parce que ça devait pas de bon sens. Mais je connais encore des gens qui vont à New York une fin de semaine. Oui, mais ils peuvent y aller en autobus. Je l'ai fait en autobus. C'est quand même pas si fait. De toute façon, aux États-Unis, je n'y vais plus. Oui, mais, c'est vrai, c'est un mauvais exemple. L'autre chose, c'est qu'il faut choisir le bon mode au bon endroit. Puis quand je dis qu'il faut prendre le bon choix, donc ne pas faire de mauvais comportements, c'est que des fois, il y a des options qui sont les meilleures. Genre, aller à Toronto, on prend le train. Il y a des trajets qui devraient être faisables avec des modes dont l'empreinte est moindre. Quand l'option existe, fait que c'est toujours de choisir le moindre mal. Oui, mais pas le moindre mal. C'est le choix le plus intelligent. Puis ensuite, quand on décide... je dis le moindre mal dans le sens où tu me dis tantôt que toutes nos décisions avaient un impact. Oui, tout à fait. Donc, le moindre mal. Mais il faut quand même, tu sais, on devrait être dans une logique de réduction puis d'atteindre un meilleur niveau de sobriété énergétique. Puis là, on parle de développement durable. C'est pas juste l'environnement, c'est pas juste les émissions de gaz à effet de serre, même si c'est fondamental. C'est la consommation énergétique, c'est la consommation d'espace, la consommation des ressources. Et le volet social et le volet économique. Oui, c'est il y a infini, tout ça dont il faut tenir compte. Donc, je pense que maintenant, c'est d'avoir davantage conscience que quand on a un certain comportement, qu'il y a des impacts qui sont générés, et même jusqu'au bout, là, puis qu'on n'en sera pas nécessairement responsable. Véronique, en terminant, la question qui tue. Est-ce que le tourisme d'affaires peut être durable? Là, je vais dire oui. C'est pas une oui, là. C'est non, vrai là, oui. c'est vraiment oui, parce que peut-être que je suis une éternelle optimiste, puis je pense que dans notre domaine, ça prend ça. Oui. Mais je pense que le tourisme d'affaires a vraiment à enclencher un processus de transformation profonde, puis qui soit en mesure d'identifier vraiment que tout ce qui fait, un petit peu ce que Catherine disait, il faut regarder l'ensemble de nos actions. Bien, il faut que ça ait un impact positif, mais on change une façon de faire qui est ancrée dans nos... Un événement, ça se fait comme ça, puis c'est long, mais il faut être patient, il faut continuer à marteler le message, puis à leur faire voir les bienfaits de prendre ce virage-là. Comme je dis souvent, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Alors, on va poursuivre, puis éventuellement, il n'aura plus d'éléphant, mais juste du tourisme durable. Durable, il y a les 3 sphères. Donc, est-ce que le tourisme d'affaires peut être durable? La réponse, oui, a quand même un certain sens parce que si on regarde les impacts économiques, les impacts sociaux, donc le volet des interactions sociales, l'innovation, la création de la connaissance, ça, ce sont des impacts sociaux importants. Puis en fait, ce qu'on cherche à atteindre, c'est vraiment un meilleur arbitrage pour que la sphère, pour que les impacts environnementaux ne viennent pas déséquilibrer les autres. Et donc, quand on pose la question de durabilité, ce sont les 3 sphères dont on tient compte. Mais c'est vrai, on n'en parle jamais de ces 3 sphères-là. On pense souvent juste à la question environnementale à cause du jargon Tout à fait. qu'on nous sert habituellement. Mais on n'était pas dans le jargon ici, c'était très concret. Merci. 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 Merci d'avoir écouté Plus que des pieds carrés, le balado du Palais des Congrès de Montréal. Je suis Geneviève Petersen et j'ai le plaisir d'animer ce podcast réalisé par Virage Sonore. Pour découvrir le reste de la série, ne manquez pas nos autres épisodes
et abonnez-vous sur votre plateforme préférée. À bientôt!